y a quelque temps déjà, je suis tombé sur cette photo avec comme description « Lancement de prototype de bus électrique le 18 avril 1906 par la société London Electrobus Co. » J'ai été vraiment étonné. Je me suis dit, un bus électrique il y a 120 ans, alors que d'un autre côté, nous avons des voitures électriques aujourd'hui comme les Tesla, etc., qu'on nous vend comme la technologie la plus récente. Quelque chose cloche dans tout ça. On y reviendra tout à l'heure. Donc, il y avait cette société, la London Electrobus Co., qui exploitait en 1908 une vingtaine de bus électriques dans les rues de Londres. Ceux-ci n'étaient pas les seuls. Il y avait de nombreux autres types de camions électriques, nous verrons des brochures de vente d'époque, extrêmement bien fournies dans quelques instants. Sur cette photo, nous avons même un camion électrique de livraison de la société Coca-Cola en 1905. Intrigué par tout ça, j'ai continué mes recherches et il y avait également de nombreuses voitures électriques à l'époque et même plus tôt. En 1910, Edison proposait à la vente une voiture électrique capable de faire une course d'endurance de 1600 km. La Fritsch proposait 160 km par charge de batterie, une capacité plus qu'honorable pour une voiture de 1909. 115 ans après, aujourd'hui, les batteries fournissent seulement 500 km par charge. Qu'ont fait les scientifiques pendant tout ce temps? On imagine facilement l'industrie pétrolière et ses énormes profits à venir faire pression pour ralentir ou stopper le développement de technologies concurrentes. Une autre caractéristique de la Fritsch était un système de régénération dans lequel le moteur devenait un générateur lorsque la voiture descendait en roue libre, rechargeant ainsi partiellement les batteries, caractéristique remarquable pour l'époque. Il y avait aussi la Babcock Runabout, vendue pour 1600 $. Sur ce prospectus, dont l'original est conservé à la New York Public Library, il est écrit que la Babcock Runabout électrique a effectué une tournée dans l'Illinois de 2000 km sur une batterie. On se demande si c'était une charge. Nous avons des croquis expliquant que le changement de batterie était prévu et simple à effectuer. Comme pour les camions électriques, nous verrons tout à l'heure une brochure très bien fournie des voitures électriques à la vente à cette époque. En 1921, plusieurs articles sont parus dans la presse américaine présentant une voiture avec un générateur atmosphérique puisant l'électricité dans les airs. 2 sphères en laiton sont utilisées dans ce système. Rendez-vous compte, une énergie réellement libre et inépuisable. On peut lire dans un article du Denver Post du lundi 8 août 1921 « Ceci est un article sur C. Earl Hamann et sa voiture à moteur générateur atmosphérique. Un homme de Denver invente un générateur qui prend l'électricité de l'air et propulse une automobile. Il pense qu'il a un appareil qui révolutionnera l'énergie et l'éclairage et lui donne un test dans les rues de la ville. Une invention a-t-elle été faite qui révolutionnera le monde électrique? L'appareil conçu par un homme de Denver fera-t-il fonctionner des bâtiments, des automobiles, des cuirassés, des centrales électriques par l'approvisionnement illimité en électricité dans l'air? Les experts en électricité de Denver disent oui, et le jeune inventeur C. Earl Hamann a démontré lundi son invention en l'attachant à une vieille automobile et en la faisant fonctionner dans la ville. Le générateur atmosphérique est le nom de l'appareil Hamann. C'est un objet compact et cylindrique avec 2 petites sphères en laiton dépassant du sommet. À l'intérieur, dit Hamann, se trouve un arrangement de fils d'acier et de minéraux, de manière à tirer l'électricité de l'air, à la condenser et à l'utiliser pour la puissance motrice. L'automobile qu'Hamann a utilisée pour sa démonstration lundi était la carrosserie et le châssis d'un véhicule électrique. On dit qu'il n'y a pas de batterie dans la voiture.
Il s'est propulsé à une vitesse remarquable au toucher du pied, a gravi des collines et a glissé à travers un labyrinthe de circulation sous un contrôle facile. Lorsque des personnes sceptiques lui ont demandé s'il avait une batterie de stockage dissimulée à l'intérieur du cylindre de puissance, Hamann a déclaré « Aussi mal que je voudrais montrer l'intérieur de mon invention, je ne peux pas, car je n'ai pas encore obtenu les droits de brevet. Ce serait exposer le résultat de 7 années de travail d'ouvrir le cylindre. Je pars pour Washington cette semaine pour obtenir les droits de brevet. Quand je reviendrai, je montrerai volontiers tout et je ne peux que dire « attendez jusque-là et le temps nous le dira ». J'ai défié toutes les lois des manuels pour perfectionner l'invention. Il apparaît sur l'ordre du téléphone sans fil, mais il est décidément différent. Sauf que l'électricité provient de l'air. Il fonctionnera n'importe où, sauf sous l'eau. L'automobile n'est qu'un simple test. Le générateur éclairera les bâtiments, supprimera les turbines à vapeur et, en fait, propulsera tout type de moteur. J.N. Davis, le propriétaire de la société Davis Electric Garage, au 921 East 14e Avenue, est l'un des plus anciens électriciens de Denver et a fait une étude approfondie du générateur. L'électricien a foi en elle. Je crois que M. Hamann a au moins fait l'invention qui révolutionnera l'énergie, a déclaré M. Davis. Bien sûr, nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur du générateur et l'inventeur serait stupide de nous le montrer. Nous savons depuis longtemps qu'il existe certains minéraux qui, s'ils étaient correctement disposés ensemble, fourniraient de l'énergie. Cela, en substance, selon les plans de l'invention, est la base de l'ensemble. Si le générateur a été perfectionné au point de propulser une automobile, le reste de son travail est assuré. Ce sera la plus grande invention de l'époque. L'électricité obtenue par l'air, passant d'abord par le générateur, serait disponible pour n'importe quel usage. M. Davis a été tellement impressionné qu'il a offert l'utilisation de son bâtiment pour le siège social de M. Hamann. Hamann, qui n'a que 28 ans, est venu à Denver de Spokane, Washington. Il est ingénieur électricien et vit à l'hôtel Argonaut. Alors là, on se l'imagine encore mieux l'industrie pétrolière, et même les gouvernements. Je les vois sauter sur leurs chaises. Comment de l'énergie gratuite et illimitée pour tous, plus d'énormes profits, plus de taxes, moins de contrôle sur les populations, mettons rapidement un terme à tout ça. Sur cette carte de 1917, nous pouvons voir les stations de charge de batteries publiques pour véhicules électriques en Grande-Bretagne. C'était apparemment bien développé. Sur cette photo de 1943, nous voyons de nombreux taxis électriques en Espagne. Voici Gustave Pierre Trouvé, un génie français dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Il est né le 2 janvier 1839 à La Haye-des-Cartes, Indre-et-Loire, France, et mort le 27 juillet 1902 à Paris. Il était un ingénieur électricien et très respecté pour son talent novateur en miniaturisation. À partir de 1865, Trouvé installe un atelier dans le centre de Paris où il innove et brevette de nombreuses applications. Je ne vous énumérerai pas toute la liste de ses inventions, mais sachez que c'est plusieurs dizaines, voire une centaine. Par exemple, 1864, moteur électrosphérique à tube Gessler, 1865, gyroscope électrique, 1866, fusil électrique, oui, vous avez bien entendu, 1870, dispositif imitant le vol des oiseaux, 1881, bijoux électriques lumineux, 1887, modèle fonctionnel d'hélicoptère électrique. C'était le géotrouve-tout français, un génie. Un reportage de médias britanniques a titré Trouvé comme l'inventeur du premier véhicule électrique. Fait troublant, lorsque la concession obligatoire de sa tombe dans le cimetière de sa ville natale de Descartes n'a pas été renouvelée, les restes de Trouvé ont été jetés dans la fosse commune. Ces archives ont été détruites en février 1980 lors d'un incendie accidentel à l'hôtel de ville. Peut-être qu'il ne faisait pas partie de ce club select qui permet de survivre à l'histoire. Peut-être aussi qu'il était important d'étouffer le bruit de ses travaux, de ses recherches, de ses fabuleuses inventions à une époque où les gens, nous dit-on, se déplaçaient à cheval et en calèche.
Ça ne collait pas avec le récit officiel. Nous pouvons voir sur ces photos des véhicules électriques en charge il y a environ 115 ans. Une dame charge sa Columbia Victoria Mark 68 de 1912. Pour la charge des batteries, un redresseur à arc au mercure, Mercury Arc Rectifier, était utilisé. Il servait à convertir le courant alternatif haute tension ou à courant élevé AC en courant continu DC. Il s'agit d'un type de tube rempli de gaz à cathode froide, mais il est inhabituel en ce que la cathode, au lieu d'être solide, est constituée d'un bassin de mercure liquide et est donc auto-réparatrice. En conséquence, les vannes à arc au mercure étaient beaucoup plus robustes et durables, et pouvaient transporter des courants beaucoup plus élevés que la plupart des autres types de tubes à décharge de gaz. Le mercure liquide semble très efficace dans le domaine électrique, un peu trop peut-être. Aujourd'hui, on nous dit que c'est extrêmement toxique. Nous voyons un modèle de batterie Edison d'origine utilisé dans la voiture électrique de Détroit de 1914, appartenant à Steinmetz. Puis, un autre modèle de la même période environ. Nous voilà aux brochures de vente de véhicules électriques d'époque. Nous avions l'Electrobus, exploité par la société London Electrobus Co., et toutes sortes d'autres camions, bus électriques, etc., à la vente pour des besoins divers et variés, allant des ambulances aux livraisons. Nous avions la Fritsch électrique et ses 160 km en une charge, la Studebaker et beaucoup d'autres modèles. Les véhicules électriques étaient courants vers la fin du XIXe siècle, début XXe. Voici les voitures de course électriques de Walter C. Baker, appelées torpilles, construites entre 1901 et 1903. Elles lui ont permis de devenir le premier homme de l'histoire à franchir la barre des 100 miles par heure en voiture, 160 km/h. C'était en 1902, il y a 121 ans. Ça, c'est la Torpedo Kid. La forme aérodynamique de ces torpilles était des décennies en avance sur tout ce qui se faisait. Aucune de ces marques de vitesse n'est entrée dans un livre des records. Walter C. Baker a régulièrement accidenté ses voitures. Il est devenu connu sous le nom de Bad Luck Baker. Ce qui lui a probablement sauvé la vie dans tous ces accidents, ce sont des ceintures baudrier. Une idée, encore une fois très moderne pour l'époque. Où ont-ils obtenu ces solutions technologiques et de conception en 1902 ? Je suis vraiment étonné de ne jamais avoir entendu parler de ces prouesses. À croire que Walter C. Baker a volontairement été caché sous un tapis. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez son histoire, ses réalisations. Le bel intérieur de la torpille électrique Ricoeur de 1901. En 1861, une loi routière a été créée pour réglementer le transport à vapeur au Royaume-Uni, le UK Locomotive on Highway Act de 1861, dont nous voyons les plaques informatives d'époque en photo. Il est important de comprendre que nous ne parlons pas ici de train de chemin de fer. Nous parlons de transport routier régulier. Quel genre de route pouvait-il avoir en 1861 ? Une piste de calèche était appelée autoroute ? C'est curieux. J'ai donc décidé de creuser
car dans l'imaginaire collectif que l'on nous a enseigné, le récit cheval et calèche, seul le début du XXe siècle a été le tournant lorsque les gens sont passés des chevaux aux machines. Cette loi n'a pas été créée pour 3 ou 5 machines expérimentales. En réalité, nous pouvons repousser la date à 1834, comme nous pouvons le voir dans cet article. Une loi de 1834 stipulait: pour chaque chariot déplacé, ou propulsé, ou mis en mouvement par de la vapeur ou des machines ou toute autre puissance ou agence que la puissance animale, le péage doit être de 2/6 par roue pour chaque roue de celle-ci. On dirait que dans les années 1860, il y a pu avoir un réseau bien développé d'autoroutes. Vue à Regent's Park, 1831. On peut y voir de nombreux véhicules à vapeur. La circulation est dense. Je ne m'imaginais pas du tout une telle diversité de véhicules. Des sortes de motos, scooters, des voitures, des camions, bus. Chariot ou bus à vapeur, Gurney Goldsworth, 1828. Autopsie dans les années 1830. Le chariot à vapeur, conçu et construit par le Dr Church de Birmingham en 1832-1833. Hancock's Enterprise Steam Omnibus. En 1769, nous avons le Fardier de Cugnot, qui est considéré comme la première automobile de l'histoire, car c'est le premier véhicule terrestre capable de se mouvoir seul sans l'utilisation de la force animale, ici grâce à la vapeur. Construit en 1769 par Nicolas-Joseph Cugnot, ingénieur militaire français, cet engin militaire était destiné à déplacer des canons ou leur affût. Resté à l'état de prototype, il n'a jamais servi. Cette photo est curieuse. Il s'agit d'un camion de pompiers à vapeur de 1882. Ont-ils simplement utilisé un de 1832 ? Où sont passés les 50 ans de développement ? La voiture à air comprimé de Roy J. Meyers de 1832, avec son système de freinage qui était activé par l'air comprimé. Elle pouvait parcourir 800 km à 57 km/h, pratiquement gratuitement. Ça n'a pas dû plaire à l'industrie pétrolière, etc. Monsieur Meyers a été proclamé fraudeur. Entre 1867 et 1895, aux États-Unis, un certain Sylvester Howard Roper a construit des vélos ou motos à vapeur. Celles-ci pouvaient parcourir 13 km à 70 km/h environ. Il est mort par accident lors d'une tentative de record de vitesse sur circuit et a fini dans le sable. Dans les années 1930, nous avions ça aussi, des parkings automatiques verticaux dans des immeubles. Concept intéressant pour gagner de la place dans des zones à forte fréquentation. Ceci était moins esthétique. Ah, les trottinettes motorisées du début du siècle dernier. Livraison du courrier en 1915-1920. Quand je vois ces photos, j'ai l'impression de vivre dans une sorte de boucle temporelle. Ça me fait le même effet aussi quand je vois les véhicules électriques en charge, il y a 115 ans environ. Les trottinettes de la marque américaine Autoped que l'on voit en photo fonctionnaient avec de l'essence, mais il en existait également des électriques. Elles pouvaient atteindre 32 km/h. Elles étaient populaires aux États-Unis où elles étaient utilisées par les postiers et policiers. Le brevet fut repris par Narlo au Royaume-Uni et Krupp en Allemagne. Les archives montrent que le premier brevet pour un dispositif de transport personnel électrique, une motocyclette électrique, a été déposé à la fin de 1895 par l'inventeur Ogden Bolten Jr. de l'Ohio, aux États-Unis. La conception d'Ogden est rudimentaire par rapport aux normes d'aujourd'hui, mais elle était révolutionnaire à son époque. Patin électrique en 1905, il y a pratiquement 120 ans. Vraiment étonnant. Le Chilovski Gyrocar,
construit en 1912 pour le comte russe Piotr Chilovski, avocat et membre de la famille royale russe. Cette voiture à deux roues, chose impensable normalement, tenait l'équilibre, ne tombait ni à gauche ni à droite, à vitesse lente ou élevée, grâce à un gyroscope, technologie fantastique que je ne connaissais pas et qui pourrait être utilisée dans de nombreux domaines à l'heure actuelle. Un monorail a été créé en 1910 par Louis-Philippe Brennan, un inventeur australien d'origine irlandaise. Ce monorail avait un système similaire à gyroscope pour le maintenir à l'équilibre. Denis Papin, né à Chitenay, en France, en 1647 et mort à Londres en 1713, a eu l'idée, au XVIIe siècle, d'utiliser l'air comprimé. En 1687, il dévoile une nouvelle invention pour transmettre la puissance pneumatique. Oui, il est bien l'ancêtre en ligne directe de Jean-Pierre Papin. JPP, mon idole de jeunesse de l'Olympique de Marseille. Ballon d'Or 1991, un des plus grands joueurs de football de tous les temps, et ambassadeur de la marque de boisson Cacolac. Bien sûr, je plaisante les amis, mais JPP, il reste dans nos cœurs. Le 2 août 1800, un brevet anglais déposé par George Medhurst proposait de propulser un chariot, locomotive, à l'aide d'air comprimé, comme nous le disent ses écrits. En 1828, Bompas déposa un brevet pour une locomotive à air comprimé en Angleterre. Le premier chariot à air comprimé dont il existe un récit authentique a été construit par deux Français, Andro et Tessier du Mottet, en 1840. Ce modèle Parset se trouve au York Railway Museum en Angleterre. Il aurait été construit en 1845. En 1872, en France, le moteur à air comprimé Meckarski, du nom de son inventeur Louis Meckarski, ingénieur polonais vivant en France, a été utilisé pour le transport routier sur rail. Il représentait une avancée extrêmement importante en termes de moteur pneumatique, en raison de son utilisation avant-gardiste de la thermodynamique, assurant que l'air était chauffé en le faisant passer à travers des réservoirs d'eau bouillante, augmentant également son autonomie entre les pleins. De nombreuses locomotives sont fabriquées et un certain nombre de lignes régulières sont même ouvertes, la première à Nantes en 1879. On voit sur cette photo qu'il existait également des tramways électriques fonctionnant avec des batteries. L'autorail à air comprimé Boyette de 1934. La propulsion de base de cette pièce d'excentricité était assurée par de grands réservoirs d'air comprimé. Celui-ci a également été ridiculisé en raison de sa pulsion perpétuelle. Selon cet article du New York Times du 25 janvier 1897, des tricycles à air comprimé étaient utilisés pour la distribution du courrier à Chicago. L'inventeur se nommait Hartley. Ce système a permis de résoudre la livraison rapide du courrier. Tant que l'air sera libre, cette technologie restera aux oubliettes. Je n'ai aucun doute qu'elle a disparu parce que certaines personnes ont trouvé plus de profit en facturant l'essence à ce monde. Bien sûr, ils nous ont expliqué pourquoi ce mode d'air comprimé n'est pas adapté à la société d'aujourd'hui. Voilà quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Que dites-vous d'un train électrique qui allait à 160 km/h avec un design aérodynamique rappelant le TGV en 1893 ? Brochure du Chicago et Saint Louis Electric Railroad, annonçant les travaux, commencés le 6 octobre 1892, s'étendant rapidement dans les deux sens, pour une ligne de chemin de fer entièrement électrique allant de Chicago à Saint Louis. Au milieu du XIXe siècle, il y avait une technologie de transport souterrain que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'hyperloop, appelée anciennement chemin de fer pneumatique, chemin de fer atmosphérique ou aspirateur. Cette technologie a été utilisée à New York, après 1867, Beach Pneumatic Transit, dans une ligne de métro sous Broadway de 1870 à 1873. À Londres,
en 1864, Crystal Palace Pneumatic Railway. Et même plus tôt, George Medhurst, qui a déposé un brevet en 1800, dont je vous ai déjà parlé, a construit une gare pneumatique pour les voitures de voyageurs à Londres de 1844 à 1847. La première ligne de chemin de fer atmosphérique au monde a été ouverte en 1843 à Dalkey en Irlande, le Dalkey Atmospheric Railway. Ces informations ne sont pas un secret, bien que peu de gens soient au courant de ces réalisations en avance sur leur temps. Nous voilà 150 ans plus tard et cette technologie n'a toujours pas été mise en œuvre. Elon Musk a un projet Hyperloop pour le transport des personnes et marchandises, mais il n'a toujours pas vu le jour. Aussi, regardez l'incohérence, l'inadéquation sur cette image. Un métro Hyperloop à Broadway et des chevaux sur les routes au-dessus. Ces projets ont été fermés pour diverses raisons financières et par manque de soutien politique à l'époque. Mais était-ce vraiment la raison de la rentabilité financière ? Ou bien les esprits brillants du XIXe siècle étaient incapables de relancer une technologie qui a survécu à l'effondrement de la précédente civilisation, celle qui aurait disparu en même temps que l'empire de Tartaria. La technologie de transport pneumatique a également été utilisée pour la livraison du courrier à New York jusqu'en 1953, à Londres, à Dublin et à Paris jusqu'en 2004 entre les bâtiments gouvernementaux. Le métro de New York, conventionnel, ce que nous avons aujourd'hui, a été introduit en 1904. C'est environ 37 ans après le Beach Pneumatic Transit. Ces images du Londres souterrain démontrent le décalage évident entre les connaissances générales que nous avons sur le XIXe siècle et les réalisations et luxes qu'ils avaient réellement. Aujourd'hui, nous exploitons des camions de livraison, des fourgonnettes et d'autres véhicules de services postaux. Dans les années 1860, ils ont mis en place le système Hyperloop pour livrer le courrier. Après avoir vu toutes ces différentes technologies, pour les trains et tramways, nous avions ça, des voitures à cheval, des tramways tirés par des chevaux. Cela vous semble logique ? Pourquoi les gens seraient passés par les obstacles liés au développement, à la production et à l'installation d'un système ferroviaire complet pour l'utiliser simplement dans une combinaison de voitures à chevaux ? Cela devait bien sûr inclure le développement et la production de la voiture elle-même. Tout comme je l'ai mentionné, la plateforme est devenue connue sous le nom de voiture à cheval. Wikipédia contient sa propre explication de cet événement de voiture à cheval. Le tramway tiré par des chevaux, voiture à cheval, était une forme précoce de transport ferroviaire public qui s'est développée à partir de routes de transport industrielles qui existaient depuis longtemps et à partir des lignes omnibus qui circulaient pour la première fois sur les rues publiques dans les années 1820, en utilisant le rail ou le tramway en fer ou en acier nouvellement amélioré. Le bon sens suggère qu'une personne normale n'irait jamais produire tout un système ferroviaire pour simplement tirer des wagons avec des chevaux. En effet, aucun d'entre nous ne penserait que les configurations fournies dans ces images étaient destinées à être utilisées telles quelles. Voici ce que je soupçonne. Les chevaux tiraient des tramways qui avaient à l'origine des capacités électriques intégrées. Les wagons à chevaux de chemin de fer pourraient être un tampon sur la chronologie mensongère qui nous est présentée. Leur émergence pourrait signifier que la capacité d'alimenter correctement ces tramways a été perdue ou en quelque sorte interdite. Nous avons cette photo emblématique de Toulouse d'avant 1914. Après toutes les technologies qu'on a vues, il est complètement fou d'avoir des tramways tirés par des chevaux à cette période. Surtout que l'on voit en haut des colonnes des sphères sûrement métalliques comme pour le système à énergie libre de Hamann, avec son générateur atmosphérique et ses deux sphères en laiton. Ces tramways étaient-ils alimentés en énergie libre avant qu'on impose le retour à la traction animale ? Qu'est-ce qui est venu en premier ? La poule ou l'œuf ? On retrouve une invention fantastique de notre géotrouve-tout national. Gustave Trouvé a inventé un bateau électrique en 1881.
Ça me laisse sans voix. Et là, un sous-marin électrique russe, le Piotr Kochka, en 1902. Ce sous-marin semi-expérimental, équipé uniquement d'un moteur électrique alimenté par batterie, a été construit dans le plus grand secret. Il n'était même pas inscrit sur les listes de la flotte et les documents du département maritime ne contiennent presque aucune information à son sujet. On finit avec la cloche électrique d'Oxford, le mystère de la batterie en fonctionnement continu depuis 1840. Le Clarendon Dry Pile a été acheté par Robert Walker en 1840. Il se compose de 2 pieux secs voltaïques recouverts d'une couche isolante de soufre, reliés en série et, à leur extrémité inférieure, à 2 cloches. Entre les cloches est suspendue une sphère métallique d'environ 4 mm de diamètre qui est attirée alternativement par les cloches et transfère la charge de l'une à l'autre. La fréquence de son oscillation est d'environ 2 Hz. Jusqu'à présent, les cloches ont sonné de l'ordre de 10 milliards de fois. La construction interne des piles elles-mêmes reste sujette à conjecture, mais les enregistrements de curiosités populaires similaires de l'époque, par exemple les piles de Zamboni, indiquent qu'elles sont probablement constituées de couches alternées de feuilles métalliques et de papier recouverts de dioxyde de manganèse. Le livre Guinness des records l'a sous la batterie la plus durable au monde, offrant une teinte incessante. On le voit, mais on ne l'entend pas, car la sonnerie est étouffée dans la vitrine du rez-de-chaussée près de l'entrée principale du laboratoire Clarendon. Une entreprise londonienne de fabrication d'instruments, nommée Watkins & Hill, a construit la cloche d'Oxford en 1825, et une note a pu être trouvée ci-jointe dans l'écriture de Robert Walker. Set up in 1840. Construit en 1825. Cela fait donc 194 ans et la chose est toujours en cours d'exécution. Toute cette histoire est complètement folle. Personne, prétendument, ne sait ce qu'il y a à l'intérieur et personne n'est impatient de le savoir. Vraiment, ils ne peuvent pas enquêter davantage parce que cela ruinerait l'expérience de voir combien de temps cela durerait. Je pense que la technologie dans ces anciennes batteries pourrait certainement être reproduite à plus grande échelle. Avec la volonté et les techniques connaissances actuelles, cela pourrait être un des nombreux moyens de fournir aux gens de l'énergie quasi gratuite, quasi infinie.